Je suis professeur agrégé à la Sorbonne Nouvelle. Voilà, je suis ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé et voilà, docteur et habilité à diriger des recherches donc à la Sorbonne Nouvelle depuis une vingtaine d'années. Voilà. Et je suis d'origine roumaine. D'origine roumaine, je suis arrivé en France en 1978. Écoutez, il a des origines paysannes, comme tout le monde le sait, donc il vient d'Olteni. L'Olteni, c'est une région à l'ouest de Bucarest, hein, dans le sud-ouest de la Roumanie. Et donc, il est fils d'une famille avec de très nombreux enfants. Assez pauvre, mais pas très pauvre. Mais néanmoins, étant nombreux, effectivement, ses conditions de vie étaient précaires, étaient difficiles. Et assez rapidement, donc, il a arrêté l'école assez tôt, au bout de ce qu'on appelle l'école primaire, les quatre classes, comme on dit en roumain. Donc, c'est toujours un tout petit peu péjoratif lorsqu'on dit que quelqu'un n'a que quatre classes. Mais vu ses origines, c'était déjà pas mal. Et c'était un élève ambitieux. Et comment est-il arrivé cordonnier, apprenti cordonnier, puisque il y a aussi n'est-ce pas, ce mythe et ce reproche implicite qu'un simple apprenti cordonnier qui n'a que quatre classes devient chef de l'État roumain pendant un quart de siècle. Eh bien, écoutez, c'est une ascension assez classique. D'abord, il va à la ville, il va à Bucarest, donc comme tant d'enfants de familles paysannes nombreuses, eh bien, il tente sa chance dans la grande ville. Alors, il y va directement, il ne passe pas par les capitales régionales, Craiova ou autres, parce que, en fait, déjà, un de ses frères aînés est déjà cordonnier à Bucarest, donc il va directement dans la capitale. Et donc, il s'intègre à ce milieu de petits artisans, déjà un tout petit peu structurés, donc en fait déjà syndiqués, et déjà politisé en fait. Et donc la politisation des petites gens dans la capitale qui est Bucarest, la politisation, elle peut être elles peuvent soit se faire à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche. Et il semblerait, mais il y a des indices assez faibles, hein, selon lesquels un de ses frères aînés et lui-même auraient été tentés par le grand mouvement fasciste populaire, fasciste de l'époque, qui est la garde de fer, qu'on appelait au début la Légion de l'Archange Michel, une sorte de fascisme un tout petit peu religieux, mais ensuite qui s'est doté du nom beaucoup plus, on va dire, eurosynchrone de fascisme européen, garde de fer, hein, qui renvoie à la fois à son aspect militaire et à son aspect radical, solide, violent. Voilà. Et donc, il aurait été tenté par cette garde de fer qui est très à la mode, qui est un grand succès à l'époque, et auquel j'ai d'ailleurs consacré ma thèse d'habilitation à diriger des recherches et un livre, hein, chez Perrin également, l'histoire du fascisme roumain. Mais finalement, il est attiré par le syndicalisme d'extrême gauche, donc il s'intègre plutôt au milieu du Parti communiste, qui à l'époque est interdit. Il est interdit depuis 1924, depuis la flambée révolutionnaire de la fin de l'époque léniniste. Une flambée bon, qui retombe assez vite, mais qui a eu quelques répercussions en Roumanie. Il y a eu une tentative d'incursion bolchevique en 1924, et à la suite de cette tentative, le Parti communiste est interdit. Bon, il subsiste de façon clandestine, donc assez rapidement, Ceausescu s'intègre à ces milieux clandestins, avec des réunions secrètes, et finalement, bon, étant très jeune, hein, il a 14 ans, il n'a rien à perdre. Il a éventuellement quelque chose à gagner. En tout cas, il y gagne un idéal, qui est un idéal très tôt tourné vers l'Union soviétique. Donc, il aurait eu une phrase célèbre qui est ressortie après 1989, selon laquelle il voulait être le Staline de la Roumanie. Donc, il est né en 1918, vers 36, donc il est jeune, hein, il est arrêté en fait dès l'âge de 15-16 ans,
pour des raisons politiques, hein. Il y a eu des grandes grèves en 1933 en Roumanie, dans le contexte de la crise. Il y a eu d'autres grèves ensuite, des mouvements sociaux. Et donc, il est arrêté parce il aide les grévistes, les syndicalistes dans leur mouvement. Et il est plusieurs fois ramené chez lui, puisqu'il est mineur. À l'époque, la majorité était acquise à 21 ans. Donc, vous voyez, bon, s'il est arrêté au milieu des années 30, il est encore très jeune, en tout cas mineur. Il est ramené chez ses parents dans des conditions difficiles. Les arrestations à l'époque, notamment pour les politiques, s'accompagnaient aussi de violences physiques dans les commissariats. Il fait de la prison dans les années 30 et ensuite il fait de la prison plus longuement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors la Roumanie n'entre pas tout de suite en guerre, hein. La Roumanie est d'abord victime des démantèlements et des recompositions territoriales décidé par Hitler, par Mussolini, mais aussi par Staline. Donc la Roumanie perd un certain nombre de provinces lorsque Hitler devient tout puissant en 1940. Donc elle perd une partie de la Transylvanie à l'ouest au bénéfice des Hongrois, elle perd la Bessarabie, l'actuelle République moldave, au bénéfice de l'Union soviétique. Ça, c'est le partage Molotov-Ribbentrop, hein, c'est l'accord, ce sont les accords secrets de germano-soviétique. Et donc, elle perd aussi la Dobroudja au bénéfice de la Bulgarie. Enfin, bon, elle perd une bonne partie de son territoire. Et dans ce contexte, donc Ceausescu, en bon communiste pro-soviétique, ne proteste pas contre les pertes territoriales, notamment au bénéfice de l'Union soviétique. Il y voit au contraire la possibilité révolutionnaire et en même temps pro-soviétique. Et donc, au début, il ne s'oppose pas en tant que jeune militant à ce démantèlement. Bon, il en espère un ferment révolutionnaire, et d'ailleurs, il n'a pas tout à fait tort. Et donc, il est enfermé, il est rattrapé en 1939, il a connu une période de clandestinité, il est rattrapé en 1939 et il passe il passe la période de la Deuxième Guerre mondiale, à la fois dans des prisons, au début dans une prison assez dure près de Bucarest, où d'ailleurs il connaît un épisode dramatique où les légionnaires, c'est-à-dire les fascistes qui sont au pouvoir pour un temps assez court en compagnie du maréchal Antonescu, à l'époque général, qui allait devenir maréchal à partir de l'opération Barbarossa en 1941. Là, il n'était que général, mais il était tout de même au pouvoir. Et donc les fascistes qui sont temporairement au pouvoir aux côtés du général Antonescu, eh bien, ils assassinent des opposants politiques, mais seulement les opposants politiques modérés, de la droite modérée, qui se trouvent dans la même prison, enfermés dans la même prison, mais ils épargnent les communistes, puisque précisément, on est à l'époque de l'entente Hitler-Staline, hein, du pacte Molotov-Ribbentrop. Donc, ils assassinent seulement les catégories, enfin les élites, une partie des élites politiques modérées, mais pas les communistes qui se trouvent dans les cellules adjacentes. Donc Ceausescu entend les balles et puis entend donc comment les fascistes perpètrent ces 64 assassinats, mais lui-même est épargné dans cette cellule. 41-42, il se retrouve plutôt dans des camps au centre de la Roumanie, donc éloigné des frontières. Et dans ces camps, en réalité, il connaît une vie beaucoup plus facile en réalité que dans la prison, parce que comme assez rapidement, on se rend compte, bon, vers 42-43, que la guerre s'enlise et que Hitler ne sera pas vainqueur. Donc, le maréchal Antonescu, finalement, a besoin d'épargner les communistes parce qu'à un moment ou à un autre, il n'est pas totalement impossible que les Alliés gagnent. Évidemment, Antonescu voudrait que ce soit les anglo-saxons qui occupent la Roumanie plutôt que l'Union soviétique. Donc il y a des projets de ce type-là pour débarquer dans les Balkans plutôt qu'en Normandie. Mais finalement, on sait très bien que le débarquement se fait excusez-moi, en Normandie. Et donc,
ce sont les soviétiques qui occupent la Roumanie, et ça, d'une certaine façon, le maréchal Antonescu l'avait prévu et avait en partie épargné les communistes et leur avait assuré des conditions de vie finalement assez amènes, assez faciles et de plus en plus faciles, de plus en plus aisées dans des camps au centre de la Roumanie qui leur ont permis ensuite finalement de s'enfuir assez facilement lorsque le régime a basculé en août 1944, le 23 août 1944, et donc ça a permis à Ceausescu et avant lui à l'homme fort du Parti communiste roumain qui était Gheorghiu Dej, Gheorghe Gheorghiu-Dej, qui était son mentor, ça leur a permis de s'échapper assez facilement des camps et ça a permis à Ceausescu donc de finalement d'accueillir les soviétiques lorsqu'ils sont rentrés quelques jours après à la fin du mois d'août 44 dans Bucarest. Voilà, donc il les a accueillis et il a fait partie du comité d'accueil et on le voit sur les photos attendant l'entrée des troupes soviétiques dans Bucarest et ensuite, dans la soirée, il y a des discours qui sont tenus de bienvenue vis-à-vis des troupes soviétiques, qui ont perpétré pas mal d'abus, évidemment, vous imaginez. L'armée soviétique était réputée pour cela, mais bon, elle n'était pas la seule, évidemment, mais elle était particulièrement réputée pour cela. Elle avait aussi, évidemment, une vengeance à prendre sur les Allemands et sur leurs alliés, dont la Roumanie, et donc ils ne se privaient pas pour piller et pour se livrer à des violences sur le territoire des anciens ennemis. Et il se trouve que en fait, l'armistice a été signé très rapidement avec les soviétiques, mais le temps de signer l'armistice au début septembre, eh bien, l'armée roumaine qui avait basculé dès le 23 août au moment de l'arrestation du maréchal Antonescu. Donc il y a eu là une période entre le 23-24 août et le début septembre, durant lesquelles les Roumains avaient retourné les armes contre les Allemands, mais n'avaient pas encore signé l'armistice avec les Soviétiques. Donc les Soviétiques pouvaient se livrer à des violences, dans un territoire qui était encore un territoire ennemi, même si en réalité les Roumains, pendant cette semaine, avaient déjà basculé dans le camp anti-allemand et donc, il y a eu là une semaine d'incertitude durant lesquelles beaucoup de Roumains ont été faits prisonniers, des soldats roumains ont été faits prisonniers, mais comme l'armistice n'avait pas été signé, ils étaient encore officiellement ennemis, alors qu'en réalité, ils avaient déjà basculé dans le camp anti-allemand. Et donc, c'est dans cette atmosphère, si vous voulez, à la fin d'août, que Ceausescu a fait partie de ce comité d'accueil communiste. Euh, à Bucarest, accueillant des troupes soviétiques dans une atmosphère tout à fait incertaine, sauf pour évidemment le Parti communiste qui sort de la clandestinité et qui s'intègre au nouveau spectre politique roumain qui était fait de partis bourgeois de centre-gauche et de centre-droite et du Parti communiste et des sociodémocrates. Voilà, donc il y a là une espèce de grande coalition anti-Antonescu. Donc si on dit d'habitude antifasciste, même si Antonescu n'était pas véritablement fasciste, et donc une espèce de grande coalition à laquelle s'intègre le Parti communiste. Et assez rapidement, Ceausescu a des fonctions à l'intérieur de ce Parti communiste qui est désormais au pouvoir. De l'ascension de Ceausescu entre 1945 et 1965, au moment où Dej meurt et lui devient secrétaire général du Parti communiste. En fait, à l'époque, on disait premier secrétaire, puis ensuite, on a à nouveau dit secrétaire général du Parti communiste, peu importe. Voilà. Et donc, entre 45 et 65, eh bien, il connaît une ascension, je dirais, presque sans faute. Mais parce que c'est un homme habile malgré tout. C'est un homme habile et il sait rester en réalité dans l'ombre de Dej, qui est lui-même habile. Voilà, donc il accompagne un tout petit peu la, l'ascension de Dej et ensuite son pouvoir suprême à l'ombre de Moscou, et d'ailleurs de moins en moins à l'ombre de Moscou, comme nous allons le voir. Alors, les étapes
c'est que entre 45 et 50, il rentre au comité central, hein, donc une institution importante du Parti communiste. Au tout début, en 44-45, il est, de façon assez ironique en fait, il est chargé de la jeunesse et notamment de la jeunesse estudiantine du Parti communiste, alors que lui-même, il n'a pas d'études. Et donc, c'est assez amusant. Mais en réalité, il n'a peut-être pas d'études, mais il a reçu une formation évidemment très idéologique, mais malgré tout relativement solide dans les années 30 dans les écoles clandestines du parti. Donc, entre deux périodes en prison, il allait aussi suivre des cours du soir. Et donc, il a reçu une certaine formation et il parle assez bien. Alors, on sait qu'il est un peu bègue. Ce bégaiement n'est pas un bégaiement naturel chez lui. Il serait venu apparemment à la suite d'une forte émotion, en fait, d'un passage à tabac, mais pas par la police ni par les gendarmes. Il a connu aussi ça, mais par ses propres camarades communistes, parce que lors d'un séjour un peu difficile dans les prisons de Doftan, enfin près de Bucarest, il aurait eu très faim, il aurait volé un peu la nourriture d'un autre camarade. Donc voilà, il aurait été puni et il en aurait gardé comme ça ce bégaiement à la suite de cet épisode malheureux. Bon. Mais sinon, il parle assez bien. Et en fait, bon, on n'a pas d'enregistrement des années 40 et du début des années 50, mais à lire ses discours qui sont publiés, hein, puisqu'il a déjà un certain rôle officiel, à lire ses discours, on voit bien qu'il a, si vous voulez, cette prosodie entraînante, ce discours, c'est ça, très dynamique, qui s'adresse aux foules, qui s'adresse aux jeunes surtout, et qui est vraiment typique des agitateurs fascistes et communistes, hein. Il y a toute une phraséologie, des expressions, et c'est ça, un rythme, une prosodie, qui font de lui en fait un orateur assez entraînant, euh, pas plus mauvais que d'autres. Et par exemple, le chef fasciste n'était pas un très bon orateur, Corneliu Codreanu, il avait été assassiné en 38, mais d'autres chefs fascistes communistes étaient de bons orateurs, et Ceausescu ne déparait pas vraiment dans l'ensemble. Et donc, il finit par entrer au comité central, il a des fonctions à la tête de départements territoriaux, hein. Euh, bon, dans sa propre région d'Oltenie, il est aussi envoyé sur le littoral à Constance. Enfin bon, il connaît un certain nombre de fonctions, donc il monte dans la hiérarchie. Il finit aussi par se marier, hein, avec Hélène, qu'il avait rencontrée dès les années 30 dans des fêtes du parti, fêtes syndicales et communistes. Donc, ils ont leur premier enfant aussi, Valentin. Euh, et donc, voilà, donc il a cette ascension-là et surtout, il a deux fonctions importantes à la fin des années 40 et au début des années 50. À la fin des années 40, il a une fonction au ministère de l'Agriculture au moment où la collectivisation commence, et là il y a un des premiers épisodes un peu connus de Ceausescu, où en fait il fait bombarder un village, hein. Il est brutal, il fait plusieurs morts dans cet épisode de collectivisation brutale, hein, consistant à arracher de façon théoriquement volontaire, mais en réalité assez souvent violente, à arracher les terres aux paysans et à les intégrer aux fermes collectives, aux coopératives. Donc là, il a des fonctions à la tête du parti, à la tête du ministère de l'Agriculture. Et il a aussi, et ça le marque encore plus, des fonctions au ministère de la Défense, hein, au ministère de l'Armée. Et donc, il est le numéro 2 du ministère de l'Armée. D'ailleurs, il devient général très jeune. Il est très content d'être en uniforme, hein. Il se prend tout à fait au sérieux, alors que, évidemment, exactement comme pour ses fonctions à la tête de la jeunesse estudiantine, alors qu'il n'avait pas fait d'études, là, il est général sans avoir fait son service militaire. Bon, et sans avoir combattu, puisqu'il était en camp relégué pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que tant de jeunes Roumains sont d'abord morts sur le front, et surtout ont fait la guerre, et parfois dans des conditions très difficiles sur le front sud, puisqu'ils se sont retrouvés jusqu'à Stalingrad.
Donc le coup du don, enfin bon, très loin avec, en compagnie des troupes allemandes. Et d'ailleurs, la Roumanie a aussi contribué euh, au génocide juif, hein, c'est un contributeur assez conséquent au génocide juif. Donc la Roumanie connaît toute la dureté euh, infligée puis ressentie du front de l'Est, qui a été le front le plus épouvantable de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu plus de 20 millions de morts soviétiques que les Allemands ont aussi connu bon, des pertes globales de 7 millions de personnes, essentiellement acquises aussi sur le front de l'Est. Donc c'est un front très violent que les Roumains connaissent bien et que Ceausescu n'a pas connu du tout. Finalement, il a été de facto implanqué, mais bon, après tout, peut-être aussi un peu, voilà, il était déporté, mais dans des conditions assez bonnes. Mais là, il devient, donc à la fin des années 40, début des années 50, numéro 2 du ministère de la Défense et il participe à la répression de la résistance anticommuniste qui était assez active dans les montagnes des Carpates et qui a duré assez longtemps jusqu'en 1956. Ceausescu a été intégré donc à ces périodes, à ces épisodes violents de la politique communiste hein, vis-à-vis des paysans et vis-à-vis de la résistance armée. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la violence politique. Hein. Après l'avoir subi, il l'inflige dans des ministères stratégiques de cette application de la politique communiste violente vis-à-vis des sociétés traditionnelles d'Europe de l'Est. Il a servi notamment Gheorghe Oudej contre des gens qui voulaient véritablement déstaliniser. Il y a eu une tentative en 1956, il y a eu deux tentatives en 1956 et il y a eu une tentative en 1958. Donc Ceausescu, à chaque fois, a pris le parti de Gheorghe Oudej et a profité aussi une position à l'intérieur du parti euh, dans la section de l'organisation. Hein. Il était devenu le responsable de l'organisation à l'intérieur du parti, un peu comme Staline l'avait fait dans les années 20, ce qui lui permettait en fait de distribuer les postes, de distribuer les fonctions. Et quand on distribue les fonctions, on se crée évidemment des fidèles. C'est une période assez longue puisqu'elle couvre eh bien, cette portion 1944-1965, au moment où, à la mort de Gheorghe Oudej, donc son mentor, il devient secrétaire général du Parti communiste roumain, et puis ensuite, progressivement, il grignote les fonctions, et notamment, il crée une fonction de président de la République en 1974. Donc, c'est une période qui s'étale jusqu'à 65, et donc même après 65, lorsqu'il devient l'homme fort de la Roumanie en étant secrétaire général, même après, il consolide son pouvoir, il se dote de fonctions supplémentaires, fonctions honorifiques, mais pas seulement, qui lui permettent finalement de consolider ce pouvoir et de se doter d'une aura et d'un charisme finalement, d'une aura charismatique qui lui permettent de s'imposer à l'esprit des Roumains et éventuellement dans le cœur des Roumains. Cette déclaration d'indépendance qu'on appelle la déclaration d'indépendance d'avril 64 de Dej, qui est en fait une déclaration selon laquelle les partis communistes ont le droit d'avoir, chaque parti communiste a le droit d'avoir sa propre méthode d'appliquer le marxisme-léninisme et qu'elle n'a pas à obéir à la méthode imposée par Moscou, eh bien, cette configuration de 64 convient très bien à Ceausescu et Gheorghe Oudej, sur ses entrefaites, a la bonne idée de mourir en mars 65. En fait, il meurt d'un cancer et on prétend que c'est un cancer qui a été provoqué lors d'une réunion, je crois, à Varsovie, qui a lieu à Varsovie au début de 64, ça doit être en janvier ou février 64, où il aurait été radié par des matières radioactives par les soviétiques. Mais en fait, en réalité, comme
ces gens-là étaient des gens assez simples et n'étaient pas toujours très bien au courant des dangers des matières radioactives. Il semblerait que Dej avait dans son bureau un bout d'uranium, une espèce de morceau d'uranium, parce que, si vous voulez, la Roumanie était aussi un des grands fournisseurs d'uranium. Gheorghe Udej avait ce bout d'uranium dans son bureau, et ce n'est pas impossible qu'il ait été irradié par ses propres faits et par du fait aussi de sa propre ignorance. Enfin bon, il meurt en mars 65, et là, il y a un épisode très important de la succession de Dej. Et là, Ceausescu joue très habilement. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais on connaît maintenant à peu près la façon dont cela s'est passé. Dej ne voulait pas de Ceausescu, apparemment. Il voulait de son second, qui était Gheorghe Apostol. Ça veut dire apôtre en roumain. Apostol, il s'appelle comme ça. Et donc, il voulait plutôt de ce monsieur qui était moins radical, moins jeune aussi, mais moins radical que Ceausescu, qui était plus souple, on va dire. Et donc, pour plusieurs raisons, vous avez, je passe sur les détails de l'entourage immédiat de Dej, mais l'homme qui a joué un rôle très important dans dans cette succession, c'est un monsieur qui s'appelle Jon George Maurer. Maurer, c'est un Allemand. C'est un, c'est un, quelqu'un a des origines, d'ailleurs, je crois, alsaciennes, mais ça fait partie de la minorité allemande installée, une minorité allemande qui est installée depuis très longtemps sur le territoire roumain, installée à diverses époques, depuis le XIIIe siècle, en Transylvanie, par les rois de Hongrie, puis ensuite des apports successifs. Voilà, donc la minorité allemande est très importante. D'ailleurs, l'actuel président Klaus Johannis est issu aussi de cette minorité allemande. Et ce monsieur Maurer, qui est Premier ministre à l'époque, qui est un proche de Dej, et qui aurait dû faire basculer le vote du côté d'Apostol, parce que lui-même ne voulait pas se présenter, il était d'origine allemande, ça ne faisait pas très bien. Exactement comme on n'avait pas choisi une dame en 45, une dame qui était juive, qui s'appelait Anna Paukar, parce qu'elle était femme et juive, donc on avait choisi Dej, eh bien, en 65, 20 ans après, quand Dej meurt, on ne choisit pas Maurer parce qu'il est allemand. Il est allemand et c'est un intellectuel aussi. Hein, c'est quelqu'un, c'est un avocat. Donc ça fait beaucoup de défauts. Apostol et Ceausescu répondent tous les deux à cette exigence. Et puis d'origine roumaine, c'est le cas pour les deux. Alors Maurer, finalement, qui est faiseur de roi à ce moment-là, choisit Ceausescu et d'autres choisissent Ceausescu parce que celui-ci a l'habileté, finalement, de leur faire des promesses de poste. Voilà. Donc il y a ça. Et puis il y a la fermeté anti-soviétique. Donc vous avez ces deux leviers, l'un conjoncturel, et c'est l'habileté de Ceausescu qui sait distribuer les postes, hein, mais qui leur promet aussi au sommet hein, de leur donner notamment un poste de Premier ministre, puis de ministre des Affaires étrangères à Maurer. Et un autre grand dignitaire s'appelle Émile Bodnarache. Lui aussi, il lui fait des promesses, puis qui vous stoïque. Enfin, vous avez un certain nombre de noms comme ça qui circulaient autour de Dej et qui sont plutôt des gens âgés, et à qui Ceausescu fait des promesses. Et comme ce sont des gens âgés avec de l'influence, eh bien, ils pensent aussi, autre raison, qu'ils vont manipuler Ceausescu. Et c'est l'inverse qui va se passer. Le culte qui s'accompagne donc, c'est ça, de manifestations, de publications, n'est-ce pas, les géniales publications. Vous avez une série de publications des discours de Ceausescu à peu près tous les ans. Il y a un rythme à peu près annuel. Alors, c'est des volumes, ce sont des volumes assez épais, de 600, 700, parfois plus, de pages hein, qui occupent les devants des librairies. Oui, parce que un orateur prolifique. Il fait des discours public dans des cadres nationaux, comité central, congrès, bon, les congrès évidemment, le 9e congrès de 69, mes souvenirs sont bons, c'est le début de sa gloire
de sa gloire et de la personnalisation du pouvoir. Mais euh, ça, c'était déjà préparé avant, ça s'est amplifié par la suite. Donc, il fait des discours dans des cadres nationaux, mais il fait aussi, surtout dans sa période de jeunesse, mais aussi de maturité, des discours dans les provinces. Hein. Il se rend dans ce qu'on appelle des visites de travail pour justement donner son avis un peu sur tout. Hein. C'est un gros travailleur. Hein. Et il donne aussi son avis un peu sur tout. Mais comme vous l'avez dit, il y a la première période, qui est sa première période où il est très populaire. Et là, sa popularité s'articule essentiellement bon, sur ces éléments idéologiques que je vous ai dit, mais aussi sur un grand épisode, évidemment, c'est son grand moment de gloire. Hein. C'est juste après l'invasion de Prague hein, par les troupes du pacte de Varsovie le 24 août 1968 ou le 21 août. Il faudra vérifier. Bon, j'ai peut-être un petit oubli. Enfin voilà, son grand discours d'août 68 au balcon du comité central après une nuit de cogitation particulièrement intense pour savoir ce que les Roumains allaient faire et dire après l'invasion de la Tchécoslovaquie, l'occupation de Prague, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas participé à cette invasion. Ils savaient plus ou moins qu'elle allait arriver, que Brejnev allait mettre fin à l'expérience du printemps de Prague, hein, et démettre d'une certaine façon Dubček de son pouvoir, mais ils avaient pris le risque, les Roumains, de se mettre à l'écart de la volonté soviétique d'envahir la Tchécoslovaquie. Et à la suite de cette invasion, le lendemain, Ceausescu avait pris la parole et a fait un discours absolument célèbre dans lequel il critique l'invasion et puis donc voilà, il affirme que ce n'est pas très socialiste et il affirme que la Roumanie continuera évidemment sa propre voie vers le socialisme, c'est-à-dire les thèses d'avril 64 des thèses de Dej, mais qu'il reprend à son propre compte, et donc il critique cette invasion et cette mise au pas d'un pays socialiste indépendant. Et donc, il insiste sur la souveraineté nationale, et donc il est extrêmement populaire. Alors, il y a eu un autre épisode qu'il avait rendu très populaire précédemment, et là, si vous voulez, ça nous permet d'articuler sa popularité intérieure avec sa popularité internationale, c'est qu'il avait reçu De Gaulle en mai 68, au moment des crises, de la crise de mai 68. C'est pour ça que De Gaulle a même un peu écourté son voyage hein, pour rentrer à Paris, pour s'occuper des étudiants qui le remettaient en question, alors qu'il était lui aussi au sommet de sa gloire internationale en tant que précisément allié un peu trublion, allié un peu atypique des Américains, hein, où il critiquait les Américains, donc quelque chose qui aurait pu plaire à la gauche, mais finalement la gauche ne lui en savait pas tellement gré, et d'ailleurs était parfois plus pro-américaine que la droite patriotique gaulliste qui n'était pas toujours de droite, il y avait aussi des gaullistes de gauche, hein, des gaullistes sociaux de gauche. Le gaullisme est aussi une idéologie un peu qui est riche et qui peut agréger beaucoup de sensibilités. Voilà, et donc Ceausescu essayait de jouer un peu le rôle du De Gaulle du bloc de l'Est, et donc tout en étant fidèle à son camp, notamment pour les grands aspects idéologiques, le socialisme, le communisme, qui d'ailleurs légitimait son propre pouvoir à l'intérieur du pays, mais il essayait en même temps, n'est-ce pas, encore une ressemblance avec d'autres idéologies, n'est-ce pas, qui essayent de combiner des dynamiques un peu opposées, eh bien, il essayait en même temps de tendre la main aux gens de l'autre bloc, pas tellement pour s'y soumettre, mais pour finalement prendre ce qu'il y avait de bon. Donc, il était bien vu donc, par les Français. D'ailleurs, ça a abouti à des coopérations, à pas mal de coopérations technologiques. On connaît évidemment la voiture Dacia, ça a été mis en place à ce moment-là, en 67-68. Hein.
C'était les Renault 8, Renault 10, je crois, ou Renault 11, je ne sais plus. Enfin bon, vous avez des modèles de Renault qui ont donné les Dacia 1100 et les Dacia 1300. Hein. C'est des vieux modèles des années 60 qui ont été repris en Roumanie. Et puis maintenant, d'autres licences Renault, on fabrique toujours des Dacia aujourd'hui. Donc ça remonte à cette époque-là. Vous avez aussi donc une coopération en matière aéronautique, hein, des avions et des hélicoptères surtout. Voilà, les hélicoptères Alouette qui sont adaptés en Roumanie aussi. Voilà, donc vous avez cet aspect-là avec les Français, l'aspect donc de souveraineté nationale. Bon, qui était cher à De Gaulle et aussi à Ceausescu. Mais vous avez une autre dimension qui s'est concrétisée l'année suivante, en 69, avec le voyage de Richard Nixon à Bucarest, qui est plutôt la main tendue au bloc occidental en général, et notamment aux Américains, donc à la tête impériale du bloc occidental, hein, à Washington. Et donc avec le voyage de Nixon, qui venait chercher en Roumanie plusieurs choses, qui venait d'abord troubler un peu les eaux du bloc soviétique, c'est-à-dire faire une petite fidélité à Moscou en faisant quelques pas de valse avec Ceausescu. Donc, petite infidélité de Ceausescu vis-à-vis de Moscou. Donc, ça, c'est plutôt pour troubler les eaux dans le bloc soviétique. Mais il avait une vision encore plus à long terme et qui a fait de Ceausescu finalement un peu à son corps défendant euh, un des, un des éléments du grand rapprochement stratégique avec des conséquences absolument immenses finalement du rapprochement entre l'Amérique et la Chine, hein, pour des raisons à la fois diplomatiques, géopolitiques, mais aussi économiques. Et il a commencé à ce moment-là, finalement, à endetter la Roumanie. Hein. En 71, la Roumanie s'intègre au FMI. Hein. Les Américains lui ouvrent la porte du FMI, de la Banque mondiale, et donc elle commence à s'endetter pour se moderniser. Et c'est une dette qu'elle acquiert dans les années 70. Bon, ça permet à la Roumanie, effectivement, de se développer. Ceausescu continue donc à établir son culte euh, sur ces bases-là, sur des bases diversifiées, pas simplement staliniennes, mais aussi d'industrie de haut niveau et aussi d'un début de consommation. La visite que Ceausescu a rendue à Mao Tse-tung et à Kim Il-sung, c'est une visite donc, qui a eu lieu en juin 1971 et l'historiographie roumaine et puis des relations internationales plus généralement en fait grand cas. Parce que après, au retour de cette visite, Ceausescu a, on va dire, édicté ce qu'on appelle les thèses de juillet, hein, juillet 71, et il se serait radicalisé, n'est-ce pas, d'une certaine façon, au cours de ses visites. Il aurait pris exemple sur la révolution culturelle de Mao Tse-tung, sur finalement la radicalité de Kim Il-sung, hein, la dureté du régime nord-coréen, et il l'aurait appliqué à la Roumanie. Eh bien, écoutez, je dois dire que d'abord, des collègues m'ont précédé, hein, dans les archives, mais moi-même, lorsque je suis allé dans les archives, j'ai bien constaté qu'en réalité, il n'en était un petit peu rien pour deux raisons. D'abord, une raison que je dirais presque secondaire, mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est que Ceausescu a été assez mal impressionné par la révolution culturelle de Mao Tse-tung, parce que Mao Tse-tung avait besoin de reprendre le parti en main, et donc il a déchaîné une sorte de deuxième révolution très hostile aux cadres, très hostile aux enseignants, notamment, bien sûr, de la part des étudiants qui s'en sont donnés à cœur joie. Je les comprends d'ailleurs, n'est-ce pas, les pauvres. Ils ont l'impression d'être dominés tout le temps, et puis là, ils se sont vengés sur leurs enseignants. Quoi de plus plaisant, bien évidemment. Mais enfin bon, elle a fait quand même des millions de morts. Et en fait, Ceausescu, il est revenu sur cette expérience à son retour, hein, dans des conseils secrets, évidemment.
il s'est ouvert à ses collaborateurs et puis bon, à ses subordonnés, hein, puisqu'il s'agit plus de subordonnés que de collaborateurs. Et donc, il leur a donné son impression qui était une assez mauvaise impression parce que c'était une révolution. Or, lui, comme il avait stabilisé son régime depuis des années, il était au pouvoir depuis 65, hein, et qu'il était populaire encore, eh bien, il ne souhaitait pas, évidemment, qu'une telle expérience lui arrive, tout simplement parce qu'il avait stabilisé son régime, alors que Mao Tse-tung avait besoin de reprendre la main. Donc ça, c'est une des raisons. Hein, finalement, il était hostile à une deuxième révolution, puisqu'il estimait avoir lui-même, et puis les communistes roumains, pris le pouvoir en 48-49, hein, enfin en 48. 48, décembre 47, et puis à partir de décembre 47. Donc, et puis, ils avaient fait cette deuxième révolution, d'une certaine façon, nationale-communiste à partir du début des années 60, notamment de la déclaration d'avril 64. Il avait fait preuve, n'est-ce pas, de courage vis-à-vis des soviétiques, donc il était devenu très populaire lors du discours du 21 août 1968, hostile à l'occupation de Prague et de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie. Donc, il avait un certain nombre d'atouts dans sa manche et donc il ne voulait rien moins qu'une Xème révolution, n'est-ce pas, sur le modèle de la révolution culturelle. Ça, il n'en était pas question. C'est qu'en réalité, ce tournant de juillet 1971, il le préparait lui personnellement depuis 1969, c'est-à-dire l'espèce de radicalisation qui est intervenue de retour, si vous voulez, à un marxisme dogmatique, finalement assez stalinien, même si le mot n'était pas lâché, euh, vis-à-vis du monde de la culture, une reprise en main véritablement, oui c'est ça, dogmatique, eh bien il l'a préparé depuis 69 parce qu'il estimait que en réalité, les gages qu'il avait donnés à la société civile n'avaient pas porté exactement les fruits qu'il souhaitait. Lorsque les gens pouvaient partir, parce qu'il y a eu une petite fenêtre d'opportunité pour sortir de Roumanie assez librement, on recevait des passeports, enfin, ceux qui en faisaient la demande, mais pas toujours forcément des fidèles du régime. Hein. Il y a eu aussi quelques personnes qui n'étaient même pas forcément membres du Parti communiste, ou parfois ça l'était, mais ils n'étaient pas haut placés, et ils ont pu partir dans des pays occidentaux. Voilà. Et donc, lorsqu'ils partaient, eh bien, parfois, ils ne rentraient plus. Ils ne rentraient plus. Ils en profitaient donc pour rester là-bas, ou il pouvait estimer aussi que la liberté de critiquer le régime, qu'il avait lui-même un tout petit peu organisé pour épurer un tout petit peu le parti d'anciens cadres de Dège, ce qu'on appelait les barons de Dège, c'est-à-dire les gens qui avaient entouré de façon très proche Gheorghiu Dej, son prédécesseur, dont il faisait lui-même partie, mais parmi lesquels se trouvaient un certain nombre de concurrents et des gens qui étaient aussi devenus assez infréquentables. Donc Gheorghe Apostol, il l'a mis à l'écart, c'était son concurrent le plus direct à la succession en 65. Alexandru Dragic, c'était un monsieur qui était à la tête du ministère de l'Intérieur et aussi de la Sécuritat, qui réprimait depuis 1948. Donc, d'une certaine façon, Ceausescu s'était fait cette popularité que l'on a vue non seulement parce qu'il était un petit peu anti-soviétique, un petit peu libéral, mais aussi parce qu'il avait épuré un certain nombre de personnages d'assez sinistre mémoire, comme Alexandre Dragic. Et donc, il n'avait besoin ni de révolution culturelle à la Mao, euh, ni de voilà, il n'avait pas besoin de ce genre de choses. Par contre, il s'était rendu compte que cette libéralisation, eh bien, ne lui était pas totalement favorable et qu'elle pouvait aussi tourner en un début de contestation du régime. Donc, à partir de 69, cette fenêtre d'opportunité qui est ouverte à peu près, on va dire très largement en 64, mais en réalité avec les voyages vers 67, 67, 68. Donc elle a duré 1 ou 2 ans. Voilà, on va dire une certaine liberté de parole du monde intellectuel, culturel notamment, et aussi de voyage, hein, de sortie. Eh bien, elle a duré 1 ou 2 ans, donc elle a été très courte. Hein. Et donc, il avait lui-même prévu
tout doucement de la refermer à partir de 69. L'historiographie nationaliste roumaine et national-communiste, puisque Ceausescu a été associé à ce nationalisme en plus du communisme, eh bien, l'historiographie nationaliste qui chante le Ceausescu libéral, entre guillemets, de 1965-1971, eh bien, veut attribuer à un modèle étranger la justification du durcissement du régime. Ça fonctionne exactement de la même façon pour le fascisme roumain, n'est-ce pas? On dit non, non, le fascisme roumain n'est pas autochtone, c'est l'exemple italien et c'est surtout l'exemple des Allemands, donc des exemples étrangers qui ont contaminé la nature saine des idéologies politiques roumaines. Mais il n'en est rien. À partir de ce durcissement qui a été essentiellement sensible sur le plan intérieur, eh bien, Ceausescu a eu progressivement de plus en plus de mal à s'insérer dans les relations Est-Ouest, parce que d'une certaine façon, Ceausescu était utile aux Américains, éventuellement aussi à la France gaulienne, euh, à l'époque où les relations n'étaient pas forcément aussi bonnes, hein, parce qu'il permettait de créer un pont assez étroit, puisque la Roumanie est quand même une petite puissance, mais un pont tout de même, une passerelle, si vous voulez, entre l'Est et l'Ouest. Mais à partir du moment où de plus grandes puissances ont joué l'ouverture entre les deux blocs, eh bien, la passerelle de Ceausescu est devenue de plus en plus étroite et finalement de moins en moins utile. Dans ce nouveau contexte, le rôle de Ceausescu s'étiolait un petit peu et cette évolution qui a surpris d'ailleurs au début les Américains eux-mêmes, eh bien, les Américains en ont compris l'utilité et l'ont reprise à leur compte. Et cette ouverture à l'Est, de l'Allemagne, eh bien, les Américains, notamment Nixon et Kissinger, son ministre des Affaires étrangères, son secrétaire d'État, eh bien, l'ont emprunté avec beaucoup d'assurance et ils ont été, euh, ils se sont portés en fait vers les négociations pour des traités de désarmement, notamment de contrôle des armes nucléaires et des traités SALT, SALT 1, SALT 2, de désarmement. Et cela a entraîné, si vous voulez, une atmosphère de plus en plus détendue qui a abouti assez logiquement à une conférence internationale au début, ça devait être une conférence simplement européenne, mais les Européens de l'Ouest se sont méfiés des offres soviétiques de cette conférence sur la paix en Europe et ils ont demandé aussi à leurs alliés américains et canadiens de participer à cette conférence et cela a abouti à la conférence d'Helsinki en août 75. Bon, conférence qui a connu une phase préparatoire durant les années 73-74. Et en août 75, cette conférence très importante s'est tenue donc à Helsinki. Et là, Ceausescu était, était assez, en fait, était assez dubitatif vis-à-vis de cette conférence parce qu'il sentait bien que si elle, c'était un grand moment de détente, eh bien cette détente, pour les raisons que j'ai dites, risquait de lui être un tout petit peu défavorable. À partir de l'année 1975, euh, et encore plus de l'année 1977, année très importante, eh bien, le mouvement de dissidence a aussi émergé un petit peu en Roumanie. Et Ceausescu le sentait, et c'est pour ça qu'au début, lui-même ne voulait pas aller à la conférence d'Helsinki. Il voulait envoyer quelqu'un d'autre. Et j'ai retrouvé les documents, et je ne suis pas le seul, des discussions dans un conseil politique où il est très réticent pour y aller et où tout le monde le pousse en disant écoute, cher camarade, ce sont les chefs d'État qui sont présents à Helsinki
il faut que tu y ailles, c'est très important. Et d'une certaine façon, il fuyait cette responsabilité car il sentait qu'il y avait des coups à prendre. Et les coups sont venus sur le plan géopolitique, sur le plan économique, mais également sur le plan de la troisième corbeille des droits de l'homme, puisque vous avez un romancier qui s'appelle Paul Goma, G-O-M-A, hein, c'était quelqu'un d'origine bessarabe, justement réfugié en 1945 avec ses parents. Et Paul Goma avait été opposant dans les années 50, il avait fait de la prison dans les années 50. Ensuite, il s'était rapproché du régime au moment où Ceausescu était populaire, donc au moment d'août 68, hein, il avait même pris sa carte au parti. Et à partir des années 70, avec le durcissement des thèses de juillet 71, eh bien, il s'était à nouveau écarté du régime. Donc, cette courte fenêtre d'opportunité libérale fermée en juillet 71 l'avait rejeté dans l'opposition et il a profité justement de cette troisième corbeille des droits de l'homme pour demander à Ceausescu, n'est-ce pas, eh bien, d'instaurer des libertés, de soutenir les dissidents tchécoslovaques, puisqu'il avait soutenu la Tchécoslovaquie en 68, il lui disait assez ironiquement, eh bien, allez jusqu'au bout de votre pensée, hein, soyez aussi populaire qu'en 68, retrouvez votre aura anti-soviétique. Mais évidemment, Ceausescu ne voulait pas aller jusqu'à l'anticommunisme, puisqu'il était communiste. Et donc, c'était un petit peu ironique. Donc, c'était un défier un petit peu Ceausescu sur ce plan du national-communisme, sur lequel il avait joué un petit peu comme sur du velours, mais qui tout à coup se dérobait sous lui. Voilà. Donc, il était allé un petit peu trop loin. On avait moins besoin de lui. Et donc, l'ouverture à laquelle il s'était livré, sur plusieurs plans, eh bien, maintenant lui revenait un tout petit peu en boomerang. Voilà. Donc cette année 1977 a été une année extrêmement dure pour Ceausescu et pour le peuple roumain en général, et pour votre serviteur également, étant moi-même fils de dissident précisément du groupe Goma, hein, puisque moi j'ai rencontré Goma en février 77, hein, quand mes parents sont allés signer sa lettre ouverte à Ceausescu lui demandant précisément plus de liberté. J'ai rencontré Goma Ouais. personnellement à ce moment-là avec mes parents. Et d'ailleurs, dans les mémoires de Goma qui ont été publiés en français d'abord, ça s'appelle Le Tremblement des Hommes. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Le Tremblement des Hommes chez Plomb. Je peux même vous montrer le livre, je l'ai ici. Eh bien, à la date du 25 février 77, il parle de ma famille. C'est une révolte ouvrière, en fait. Une révolte ouvrière chez les mineurs de la vallée du Jiu, justement en Olténie, donc qui est sa région d'origine, et dans la vallée du Jiu, qui est une rivière affluent du Danube, eh bien, euh, c'est une région très riche en mines de charbon, et donc il y a une vieille tradition ouvrière. Et là, Ceausescu avait déjà commencé à ce moment-là à restreindre les avantages sociaux des mineurs. Et notamment, écoutez, il avait fait ce que font tous ceux qui veulent finalement exploiter la main-d'œuvre, hein. C'est-à-dire, il avait allongé le temps de travail, il avait repoussé l'âge de la retraite, comme d'habitude. Et puis, les femmes ne trouvaient pas non plus d'emploi, donc les mineurs avaient besoin, pour avoir un deuxième salaire dans les ménages, que leurs femmes trouvent aussi des infrastructures industrielles ou tertiaires pour qu'elles aient pour que les ménages aient un deuxième revenu. Enfin bon, il y avait toute une politique sociale et aussi d'infrastructures socio-économiques qui n'existaient pas ou qui étaient rétrécies, réduites. Et donc, ils se sont révoltés. Ils se sont révoltés en août 77 et Ceausescu, comme à l'habitude souvent des, des chefs communistes, des chefs staliniens, euh, eux-mêmes d'origine ouvrière souvent, eh bien, ils vont au contact. Ça, faut quand même reconnaître une certaine dose de courage, même s'ils étaient entourés de la police politique, si tout ça, ça a été encadré, et puis ensuite dûment réprimé, bien évidemment, ceux qui ont osé se révolter ont mal fini, très mal fini. Euh, Lors d'interrogatoires et de séances de torture à la Securitate, mais
Sur le coup, Ceausescu a quitté les rivages de la mer Noire, puisqu'il était en plein congé, et il est allé au contact des ouvriers, il leur a parlé, et en fait, ils étaient assez menaçants, en fait, et ils l'ont pratiquement coincé sur place, ils l'ont presque séquestré en réalité, et il semblerait qu'à un certain moment, il s'est senti un peu mal au bout d'heures et d'heures de négociations, d'argumentation. Il a fait un petit malaise, et puis ensuite, il a été exfiltré, et ensuite, la Securitate, dans les semaines qui ont suivi et les mois qui ont suivi, a réprimé. Enfin bon, je passe sur les détails, mais les chefs ont mal fini. Voilà. Bon, donc une année 1977 assez dur pour Ceausescu, mais en même temps, dans son esprit, et dans l'esprit de tous les gens un peu volontaristes, comme sont finalement les chefs totalitaires, hein, pas seulement eux, mais eux en partie, eh bien, lorsqu'on connaît des difficultés, lorsqu'on atteint le fond de la piscine, il faut donner un grand coup de pied, n'est-ce pas, pour sortir par le haut de la crise. Et sortir par le haut de la crise pour Ceausescu, eh bien, c'était encore plus de production, encore plus d'efficacité. Donc, évidemment, il fallait trouver des marges pour investir. Bah, il fallait être encore moins disant sur le plan social, sur le plan des avantages sociaux. Mais dans le nouveau contexte de l'OSCE, des accords d'Helsinki, etc., eh bien, il fallait aussi serrer la vis sur le plan de la liberté d'expression. Et donc, l'année 1977 a été donc celle qui a lancé les nouveaux projets mégalomaniaques de Bucarest, qui a relancé le productivisme et les volontés d'investissement, mais dans un contexte cette fois-ci obéré par les crises. Et cela a placé la Roumanie dans une situation de plus en plus difficile. Donc, vous voyez, la relance de Ceausescu, cette relance magnifique à partir de 77, contre les dissidents, pour restructurer Bucarest, pour continuer à produire, alors qu'il s'était endetté auprès du FMI et de la Banque mondiale, dont les Américains, à l'époque amicaux, à la fin des années 60 et en 71, en fait, leur avaient ouvert les portes aux Roumains, eh bien, la Roumanie avait du mal à relancer alors qu'elle était endettée. Ceausescu s'entendait de moins en moins bien avec les Américains, et avec les Français aussi, mais surtout les Américains qui étaient les plus importants, alors qu'il avait de plus en plus besoin d'eux, et donc il s'est trouvé entre les Américains et les Soviétiques, pris un petit peu comme à la fin des années 60, sauf que cette fois-ci, les Américains étaient moins amicaux. Et donc, avec le temps, les années 78, 79, 80, euh, il n'est pas vraiment arrivé à relancer la relation avec les Américains, même lorsque les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan en 79 et qu'il a essayé à nouveau de jouer un tout petit peu les monsieur bons offices, un petit peu comme il l'avait fait au moment de la Tchécoslovaquie en 68. Enfin, il avait essayé de jouer entre les deux blocs, mais cette fois-ci, avec moins de succès, les Américains avaient moins besoin de lui, et de toute façon, avec ce qu'on appelle la crise des missiles, les SS-20, les Pershing, etc., hein, le retour de la guerre froide, eh bien, il a été obligé en fait de choisir son camp. On arrive comme ça, si vous voulez, tout doucement à la crise de 1981, donc une crise euh, qui est marquée, si vous voulez, par la décision de Ceausescu de rembourser la dette auprès du FMI et de la Banque mondiale. Alors, cette décision, c'est une décision économique avec un lourd impact social, mais c'est aussi une décision politique. C'est-à-dire, il s'est rendu compte que le ressort de la relation avec l'Ouest était cassé, et donc il a décidé de lever l'hypothèque de la dépendance vis-à-vis des Américains et vis-à-vis du bloc de l'Ouest. Et il faut bien dire que le rôle de Ceausescu, à cheval sur les blocs entre soviétiques et américains, a joué contre lui à ce moment-là. Parce que lorsqu'il a voulu se rapprocher de l'Union soviétique, s'écarter des Américains, rembourser la dette, il a décidé en 80, et se rapprocher des soviétiques, eh bien les soviétiques, à ce moment-là, sous à la fin de l'ère Brejnev, au moment de l'ère Tchernenko, ensuite Andropov,
et ensuite Gorbatchev, eh bien, ils lui ont fait payer son occidentalisme, son occidentalophilie. Et cela s'est traduit de façon toute simple, hein, et vous le voyez aussi pour la Russie aujourd'hui, hein, eh bien, ils ne lui ont pas vendu à très bas prix le pétrole et le gaz. Et donc, la Roumanie a eu beaucoup de mal à rembourser sa dette auprès du FMI, les soviétiques ne l'aidaient pas, et ce sont les années 80 sordides telles que vous les connaissez. C'est l'image qu'on a gardée de Ceausescu, finalement, d'un dictateur, alors que le chef charismatique, populiste, euh, fasciste ou communiste, n'est précisément pas un dictateur. On parle toujours de dictateurs pour Hitler, pour Mussolini, pour Staline. En fait, ce ne sont pas vraiment des dictateurs, puisque ce sont des régimes autoritaires, mais charismatiques et qui entraînent la population. On l'a vu, ils ne dictent pas. La terreur reste quand même, reste évidemment un risque que certains prennent. Bon, c'est dur pour eux, mais reste quand même assez marginal. Donc ce ne sont pas tout à fait des dictateurs. Mais dans les années 80, comme les autres ressorts qui fonctionnaient dans les années 60 et même 70 pour Ceausescu, le ressort du nationalisme, on l'a vu qu'il a été cassé avec la fin des revendications sur la Bessarabie, le ressort de la consommation. Comme il veut rembourser la dette, on ne peut plus consommer, les gens sont pauvres et ils ont froid. Le ressort de l'amitié occidentale, le ressort de la consommation, le ressort de la liberté aussi, c'est cette fenêtre de 68-69 qui s'était refermée en 71, eh bien, tous ces ressorts ont été cassés, donc ils ont été remplacés par le dernier ressort possible, c'est la répression. Eh bien, il y a eu en 87 une révolte des ouvriers des chantiers mécaniques et notamment des constructeurs de tracteurs en Transylvanie, à Brasov. Euh, et donc, il y a eu des manifestations, le siège du Parti communiste a été brûlé, incendié, et donc les livres de Ceausescu dispersés. Enfin bon, il y a eu un début de manifestation anticommuniste, donc qui a été très durement réprimé aussi, séance de torture pour les chefs, etc. Voilà. Mais ça a été un avertissement envoyé au parti. Et à ce moment-là, Ceausescu s'est rendu compte que les inégalités créées entre la nomenclatura qui vivait comme une espèce de bourgeoisie d'assez haut niveau. Hein. Alors aujourd'hui, vis-à-vis de nos milliardaires à nous, les nomenclaturistes font pas le figure, hein. Mais malgré tout, ne serait-ce que de manger à sa faim et de se chauffer suffisamment dans les années 80 en Roumanie, c'était un signe ostentatoire de richesse. Or, précisément, dans cette révolte de 87, c'est un buffet du Parti communiste à Brasov qui a été vandalisé parce que les gens étaient outrés de voir que les chefs du parti s'empiffraient alors que même ils avaient faim et qu'on était en train de leur couper leur salaire. Alors on leur coupait leur chauffage, on leur allongeait leur temps de travail et la période de travail jusqu'à la retraite. Et puis tout à coup, ils avaient faim et puis ils voyaient que la bourgeoisie communiste s'empiffrait. Donc évidemment, ça a été très mal ressenti. Et Ceausescu qu'on a pris conscience à ce moment-là, bon, il le comprenait plus ou moins. Il savait qu'il y avait des abus, puisque lui-même, il en avait profité dès les années 50. Alors, la crise a commencé le 15-16 décembre à Timișoara, dans l'ouest, dans le Banat, la capitale du Banat, donc dans une région multiconfessionnelle, multinationale, avec un pasteur protestant d'origine hongroise et hongrois en fait, qui s'est opposé qui était devenu un opposant au régime et que le régime a voulu déplacer plus à l'intérieur de cette région de Transylvanie. Il s'y est opposé et donc il a créé une sorte de manifestation. Il a agrégé autour de lui un certain nombre de mécontents issus parfois de la communauté hongroise, mais pas seulement, des Roumains aussi très mécontents. Le fait est que cette manifestation qui a duré 2, 3 nuits a abouti à un désir, enfin une nécessité selon le régime de réprimer
Et donc, ils ont envoyé là-bas pour réprimer le ministre de la Défense et un certain nombre de généraux du sommet de l'état-major roumain pour réprimer. Et ils ont réprimé durant la journée, la nuit et la journée du 17 décembre, alors que Ceausescu était en visite officielle en Iran. Il a été mis au courant et il a essayé de reprendre la main par une intervention à la télé. Donc, c'est une intervention assez glauque, en fait, il faut bien le dire, où il parle enfin, devant ses fidèles et il a du mal à articuler. Il avait du mal à voir aussi ses papiers, ses écrits droits. Enfin bon, donc il a essayé surtout de reprendre la main d'une façon finalement assez révolutionnaire et assez enthousiasmante. Il essayait de raviver l'enthousiasme premier en parlant du même balcon duquel il s'était adressé en août, le 21 août 68, au moment de sa plus haute gloire. Et là, il a organisé aussi un discours qui était aussi un 21, comme le 21 août. Là, on était le 21 décembre. Donc, il y avait comme ça une symbolique mémorielle qu'il espérait insuffler aux Roumains pour qu'ils retrouvent l'enthousiasme d'antan, l'enthousiasme de la jeunesse et de la popularité. Bon, les choses ont mal tourné pour lui. Alors, il y a eu peut-être des provocations. Certains disent des services secrets russes, certains disent d'agents, enfin d'une partie des communistes qui avaient déjà basculé du côté de Gorbatchev et donc qui ont créé des émeutes pendant cette manifestation du 21 décembre 1989, durant le discours donc, de Ceausescu du balcon du comité central. Et certaines femmes, notamment, auraient été piquées avec des aiguilles dont on ne sait pas quoi et se seraient mises à crier. Et elles ont créé comme ça une sorte d'émeute, tout simplement parce qu'il y avait des pétards, il y avait comme ça des piqûres douteuses, vous savez. Et ça, tout à coup, on a entendu des gens crier. Finalement, la manifestation de Bucarest s'est débandée et un certain nombre de jeunes, d'opposants, ont érigé des barricades dans le centre de Bucarest et durant cette nuit, Ceausescu a fait réprimer. À partir de ce geste, l'armée a lâché Ceausescu. Sans doute au matin du 22, l'armée avait lâché Ceausescu. Ceausescu s'enfuit le 22 décembre à midi avec sa femme et puis avec un certain nombre de fidèles du comité central et du gouvernement, s'enfuit dans un hélicoptère très lourdement chargé. Il décharge un certain nombre de ministres quelques dizaines de kilomètres après. Eux-mêmes, ils sont déchargés parce que en fait, le conducteur de l'hélicoptère reçoit des informations dans son casque et il bascule lui-même parce qu'on lui explique que le régime est en train de tomber et il bascule lui-même pendant que les transports des Ceausescu. Il les laisse quelque part dans la nature. Ils prennent un taxi et ils finissent par être arrêtés dans la ville de Targoviste, si vous voulez, à la française, Târgoviște, qui est à 90 kilomètres à l'ouest de Bucarest. Et là, bon, ils sont détenus du 22 au 25. Et tout ça a une grande importance parce que du 22 au 25 se déroulent des combats. Bon, avant que les Ceausescu soient jugés de façon très expéditive, c'est un procès politique, ils sont exécutés, en fait, assassinés par les leurs qui avaient fini par basculer de l'autre côté, du côté, on va dire, d'un régime communiste gorbatchevien plus ou moins démocratique. Bon, voilà. Mais donc, du 22 au 25, ils sont détenus. On ne sait pas très bien comment les combats qui ont lieu vont tourner. Et la grande question se pose de savoir qui a combattu qui du 22 au 25 décembre, parce qu'il y a quand même eu 900 morts. La fin du régime Ceausescu et du régime communiste ensuite, mais la fin du régime Ceausescu correspond bien à la fin des régimes totalitaires. Il faut que le chef meure, il faut qu'Hitler meure au fond de son bunker pour qu'on soit sûr qu'il n'y a plus la flamme autour du chef charismatique. La réputation de Ceausescu après 1989, après son exécution, a, correspond évidemment aux difficultés de la transition.
Si euh, l'intégration européenne, l'intégration atlantique avait été complètement harmonieuse, si la Roumanie avait été intégrée à l'Union européenne comme un pays égal, avec une aide véritablement fédérale à partir du centre impérial européen et même américain, eh bien, certainement, euh, certainement les Roumains auraient eu une mauvaise idée de Ceausescu, un mauvais souvenir de Ceausescu. Il se trouve que la Roumanie, après 1989, a été intégrée en position, on peut le dire, de pays subordonné, un petit peu de pays de deuxième ordre de l'Union européenne à partir de 2007, et que toute l'industrie que Ceausescu, le régime communiste en général, avait contribué à ériger, a été un tout petit peu envoyée à la ferraille. Une partie était obsolète, tout n'était pas obsolète. Et donc les Roumains, depuis, finalement, travaillent pour des salaires très bas, parfois dans des contextes difficiles. La Roumanie est le deuxième pays d'émigration au monde en valeur absolue, avec 5 millions de Roumains dans la diaspora mondiale, après la Syrie en guerre. Donc, c'est un pays qui finalement ne s'est pas intégré facilement dans le monde néolibéral, de la mondialisation néolibérale après 1989. Les gens travaillent pour de mauvais salaires. Il y a une forte émigration définitive, notamment les médecins, les informaticiens, les ingénieurs. Il y a une émigration saisonnière très dure. Moi, je commence toujours mes cours sur les nouveaux membres de l'Union européenne en rappelant que dans les plantations de Sicile, dans les cultures des fruits et légumes de Sicile, les patrons siciliens faisaient jusqu'en 2007 venir des hommes arabes pour 30 euros la journée. Et après 2007, ils faisaient venir des femmes roumaines pour 15 euros la journée. Et la nuit, ils abusaient d'elles. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de main-d'œuvre comme ça, saisonnière, de saisonniers agricoles en Espagne, en Italie du Sud, en France du Sud aussi, maltraités, parfois par des mafias, notamment une main-d'œuvre féminine. Et donc, les Roumains s'insèrent de façon finalement assez humiliante, comme d'un pays de deuxième ordre, dans la mondialisation néolibérale. Et maintenant, avec la crise ouverte par Poutine à l'Est, les Roumains se sont longtemps posé beaucoup de questions sur l'aide à l'Ukraine, par exemple, tout simplement parce que une partie de la Roumanie orthodoxe regardait avec circonspection l'Union européenne et même l'OTAN, alors que la partie occidentale de la Roumanie, la Transylvanie, est plus pro-européenne. Donc, si vous voulez, cette crise ouverte sur le flanc est de l'Union européenne par Poutine fait aussi s'interroger sur le souvenir de Ceausescu. Et Ceausescu apparaît encore comme un chef finalement très populaire, après avoir connu des critiques, n'est-ce pas, pas mal de médisances aussi, eh bien, lorsque vous interrogez les Roumains, il y a des sondages, il est présenté comme le chef politique le plus en vue et finalement le plus favorablement considéré par les Roumains de toute l'histoire. Parce que certains se souviennent de la bonne période des années 60 et d'autres, tout simplement, se souviennent de mauvaises périodes de transition qui ont créé beaucoup d'inégalités. Il y a la liberté de voyage, mais il y a aussi de grandes inégalités qui ont été créées et beaucoup de Roumains qui ont basculé dans l'insécurité sociale et dans une exploitation de la main-d'œuvre souvent assez humiliante.